Et la dame est arrivée. Elle avait un calendrier lunaire et elle m'explique qu'elle est allergique, mais en fonction des phases de la lune. C'était scandaleux. Juste le transport des homards, ça m'avait coûté quasiment 4500 €. Question cash, combien tu gagnes? Yeah. Bienvenue dans Génération Chanise, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui osent vivre une vie à leur image, même quand elles ne rentrent pas dans les cases. Et aujourd'hui, on prend le large, mais littéralement. Je reçois quelqu'un de très spécial pour moi, c'est ma cousine. Elle a choisi une vie hors du commun, une vie entre ciel et mer. Elle est chef sur des yachts, elle cuisine entre Monaco, Ibiza et les Caraïbes. Mais derrière les paillettes, il y a une vraie histoire de passion, de travail et de courage, parce que pour en arriver là, il a fallu oser tout quitter, apprendre, s'imposer dans un milieu d'hommes et affronter les tempêtes, et parfois même littéralement. Alors aujourd'hui, on va parler de cuisine, de liberté, de confiance en soi, et de ce que ça veut dire vraiment de vivre sa vie en grand. Installez-vous confortablement, on largue les amarres, bienvenue dans Génération Chanise. C'est leur voix, c'est leur vie, c'est leur deux générations Chanise. Coucou Margot. Salut Clarisse. Je suis trop contente que tu sois là. Alors moi je te connais puisque tu es ma cousine, mais est-ce que tu peux te présenter ? Eh ben, Margot Laurent, je suis chef à bord de Mega Yacht depuis maintenant 5 ans. 5 ans que tu fais ça. Du coup, tu as commencé, toi, pendant le Covid. J'ai commencé en plein Covid, ouais, exactement. Et alors, comment tu as découvert, toi, la cuisine ? Comment tu as commencé, tu vois ? Parce que c'est une passion que tu as découvert petite. Oui, bah depuis que je sais parler, en fait, je me suis jamais posé de questions. Ça a toujours été là. Je ne sais pas du tout pourquoi ni comment. Mais depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dit quand je serai grande, je serai chef. Donc ça a été facile. Bah oui. Voilà. Tu te souviens pas du premier gâteau que tu as fait ? Est-ce que c'était, du coup, parce que je l'ai dit, t'es ma cousine, donc est-ce que c'était avec mamie ou pas du tout ? Tu as fait tes premiers gâteaux ? Non, pas du tout. Les premiers gâteaux, bah, c'était à Tahiti, du coup, et c'était des cookies. Et je me rappelle très bien parce que je les ai laissés au four. Et à chaque fois que j'essayais de les sortir, ils étaient toujours mous. Oui. Et du coup, j'ai surcuit mes cookies pas loin de 4 heures en pensant qu'il fallait que ça durcisse dans le four. Et voilà, c'était un bel échec. Un échec cuisant. Mais littéralement. Mais par contre, voilà, maintenant j'ai appris de mes erreurs, mais je me souviendrai de ces cookies toute ma vie, je pense. Alors, tu l'as dit, tu as vécu un petit peu à Tahiti, mais du coup, il y a plein de gens qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux retracer un peu ton parcours, quelle a été ton enfance, tu vois, et jusqu'à ce que tu fasses tes études au lycée de cuisine ? J'ai grandi à Tahiti, donc toute mon enfance, je l'ai passée à Tahiti. Et ensuite, je suis partie directement en internat pour faire l'école hôtelière. Donc, je suis passée de Tahiti à l'internat de cuisine. J'ai fait 5 ans d'école hôtelière et ensuite, j'ai fait 2 ans avec l'Institut Paul Bocuse pour valider un bachelor. Et après ça, je suis repartie du coup dans les restaurants en apprentissage. Donc toi, comment tu as évolué ? Enfin, tu vois, quand tu arrives au lycée, du coup, à la base, tu fais un peu de la plonge. Enfin, tu vois, tu passes vraiment par toutes les étapes et tu as su évoluer dans ce milieu. Comment ça s'est passé ? Bah, de toute façon, pendant l'école, on avait des stages, donc on a commencé au plus bas, en tant que stagiaire, en tant que commis. Et après, petit à petit, plus on monte dans les années, plus on a des responsabilités, plus il y a des mentors aussi, des chefs qui nous entourent, qui nous donnent des chances. Donc ça s'est fait comme tout le monde, en partant de rien, et petit à petit, on progresse jusqu'à pouvoir se faire appeler chef. Et c'est quoi Paul Bocuse pour les gens qui connaissent pas, tu vois, c'est quoi exactement Paul Bocuse ? Paul Bocuse, il a été sacré cuisinier de l'année. Donc c'est le chef qui a permis de démocratiser la cuisine. C'est lui qui a mis les cuisiniers sur le devant de la scène. Avant, c'était plutôt la salle, le maître d'hôtel qui était à l'honneur. Et lui a imposé les cuisiniers en disant « mais on a quelque chose à dire, on est aussi des artistes, on n'est pas juste des gens qui épluchent des pommes de terre ». Et il a vraiment fait passer le cuisinier au rang de star. C'est lui qui s'est imposé à ce niveau-là. Toi, c'est qui t'a le plus appris, tu vois, dans toute ta formation, du coup, parce que tu as fait l'internat, après tu as fait Paul Bocuse. Et je sais que tu as fait aussi des stages chez des professionnels, chez des pâtissiers, etc. Parce que moi, je le sais, elle cuisine pour les repas de Noël. C'est aussi bon le salé que le sucré avec des gâteaux, mais de fou. Enfin, franchement, tu nous donneras des photos pour qu'on puisse les inclure pour la vidéo, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Mais vraiment, c'est incroyable. Enfin, c'est hyper bon, quoi. J'ai eu que des excellents chefs, à vrai dire, jusqu'à présent. Je suis assez chanceuse à ce niveau-là. J'ai eu que des mentors, que ce soit Philippe Rigolo, le champion du monde de pâtisserie, Régis Marcon, qui est un chef que j'admire beaucoup et qui m'a pas mal appris, mes chefs mexicains quand j'étais en échange là-bas. Enfin, j'ai vraiment évolué. Tous mes chefs d'école hôtelière qui étaient super. Et comment toi t'as su que tu voulais travailler sur des yachts du coup ? Parce que quand tu fais chef, à la base tu te destines peut-être à avoir un restaurant ouvert à Paris ou dans des grandes villes et tout. Mais toi t'as décidé de vivre la grande vie, puisque aujourd'hui je pense que t'as fait plusieurs fois le tour du monde.
Voilà, Ouais. tu vis une vie de ouf parce que je vois des vidéos de kitesurf et tout. Et même moi, tu vois, genre, je me dis, et même pour la famille, parce que ce podcast, je sais pas où il sera. Peut-être qu'il sera écouté par 10 personnes, peut-être qu'il sera écouté par 1 million, on sait pas, on verra. Mais déjà, juste pour la famille, je trouve, genre, de savoir ce que tu vis au quotidien, que tu vis sur des yachts. En fait, c'est quoi ta journée type, en fait, quand tu arrives sur un yacht comme ça, quand tu décroches un contrat pour des gens qui sont milliardaires, millionnaires? Bah, journée type, il n'y en a pas vraiment parce qu'il y a autant de yachts qu'il y a de journées type, du coup. Ça se ressemble jamais vraiment. Ça dépend si c'est sur un voilier, si c'est sur un yacht à moteur, ça dépend la taille du bateau en question. Toi, t'as fait quoi, du coup? J'ai fait un peu tout Ok. parce que, voilà. Il faut travailler. Parce que pourquoi pas? Non, mais parce que je voulais voir ce qui me plaisait le plus. Donc, c'est vrai que je suis passée par des bateaux qui étaient très grands, qui étaient privés, pour lesquels donc, je travaillais que pour une seule famille. Où on faisait très peu de voyages. J'ai travaillé sur des petits voiliers, des voiliers de 35 mètres, où on a fait des traversées d'Atlantique, des remontées depuis l'Afrique du Sud gigantesques. Là, du coup, j'étais pas en privé, j'étais en charter, donc les clients changent chaque semaine. J'ai fait des bateaux où on fait d'abord la Méditerranée, ensuite les Caraïbes, et on revient. Et Donc, comment ça voilà. marche, du coup? Vous faites des escales ou non, le bateau, il est toujours en train de naviguer et tout? Ça dépend vraiment. On a des bateaux qui ont un port d'attache, donc on reviendra toujours au même port. Ok. Et après, on a des bateaux qui sont dits explorers. Et là, on va autour du monde en permanence. Et c'est sur l'année, on sait qu'on va faire telle et telle destination. Et on rentre jamais au même endroit. Donc ça dépend vraiment le bâtiment sur lequel on travaille. Et toi, est-ce que ta chambre sur le yacht, elle est cool? Ou est-ce que c'est genre une chambre en mode chambre de bonne? Alors, Je mets des gros guillemets. ma cabine... Ma cabine. ma cabine est une petite cabine, évidemment, parce qu'on est le personnel. Ça, il faut pas l'oublier. On travaille pour les gens riches de ce monde, mais on n'en est pas, nous. Donc, on a des chambres dites de bonnes, effectivement. De toute façon, on n'est pas souvent dans notre cabine. Soyons très honnêtes, à part pour y dormir, on n'y fait pas grand-chose. Donc, non, on n'a pas des chambres de luxe, mais ça reste confortable, propre. Donc, c'est tout ce dont on a besoin quand on travaille sur un bateau. Et est-ce que tu peux cuisiner les mêmes choses sur un bateau que sur Terre ou pas? Parce qu'il y a des difficultés, la cuisine déjà ça bouge, tu vois, est-ce que tu brûles? Parce que quand il y a une tempête, tu vois, je me dis ça doit être dur quoi à des moments. Alors ça a été ma première erreur quand j'ai transitionné de la terre à la mer, c'était de me dire que c'était la même chose. Je me suis dit bah ça va, ça devrait le faire. Je suis chef sur terre, je vais être chef sur mer. Et ma première semaine, j'ai découvert le sens du mot misérable. Mais vraiment, parce que du coup ma première semaine en mer, donc en vraie mer, on est parti d'Afrique du Sud pour revenir jusqu'en Espagne. J'avais le boss à bord, plus tout l'équipage. Et c'était l'équipage aussi. Pour l'équipage aussi. Et c'était un voilier. Et du coup, j'ai pas réalisé, moi, que quand je posais mon couteau à côté de ma planche et que je me retournais pour attraper peu importe quel équipement, bah, je revenais et le couteau était par terre. Idéalement entre mes pieds, histoire de bien me faire peur. Ou que quand j'ouvrais la porte de mon four... Bah forcément, comme le bateau penche, mes quiches penchaient avec. Et donc, la quiche a fini dans la cabine du capitaine, qui se trouvait en face de la cuisine. Donc voilà, non, il y a eu tous ces petits détails. On n'y pense pas, mais on les apprend vite. Mais est-ce que du coup, tu t'es fait gronder quand t'es... Non, c'était plutôt drôle que grave. Mais non, la première semaine, c'était vraiment difficile. En plus, avec le mal de mer, parce que j'avais pas pris ça en compte, évidemment. Donc non, la première semaine a été intense. Et après, on apprend, on s'habitue vite quand on commence à jeter des quiches dans les chambres des gens. Et toi, du coup, t'as dit que t'as fait des voiliers, des grands bateaux. Tu préfères quoi, du coup? Est-ce que tu sais maintenant ce que tu préfères ou t'aimes bien la diversité? Je sais ce que je préfère, mais je peux pas tout avoir. C'est un peu un problème. C'est-à-dire que je préfère l'ambiance des voiliers, qui voyagent beaucoup plus déjà à travers le monde. C'est une ambiance qui est un petit peu moins... on va pas dire hypocrite, mais un petit peu moins stéréotypé, on va dire, c'est beaucoup plus libre. Les propriétaires sont souvent beaucoup plus proches de leurs équipages parce qu'il y a moins de gens qui travaillent pour eux. Mais par contre, professionnellement parlant, c'est beaucoup plus intéressant sur des motoryachts parce que déjà, on a le confort de travail. On peut se permettre d'avoir du stockage alors que sur un voilier, on n'a aucun espace de stockage. Donc voilà, professionnellement parlant, beaucoup plus sympa un motoryacht. Mais au niveau ambiance, plus sympa un voilier. Okay. Et en termes de courses, du coup, tu le dis, il y a le stockage sur les gros bateaux, mais sur les voiliers, non. C'est toi qui fais les courses? Souvent, c'est moi qui m'occupe de l'approvisionnement. Après, on a aussi ce qu'on appelle des provisionneurs. Donc, c'est des gens qui sont vraiment professionnels là-dedans. Je vais leur envoyer une liste des choses que j'aimerais obtenir. Et eux, ils arrivent à sourcer des ingrédients à peu près de partout dans le monde. Une fois, j'étais à Ibiza, notamment. Et un de mes clients voulait absolument manger du homard breton, mais frais, et le soir même. Donc, j'ai appelé un de mes provisionneurs et on a réussi à faire venir des homards depuis la Bretagne
en transport privé, et ensuite les homards ont eu leur propre chase boat qui est parti de Majorque jusqu'à Ibiza pour venir me les livrer dans la journée. L'empreinte carbone, elle était bonne pour ce homard. Ouais, au niveau du repas, c'était un scandale, Ouais. mais par contre, voilà, quand on a des clients qui veulent absolument Bah quelque oui. chose, Et on ne ça leur dit coûtait pas non. combien ce repas là? C'était scandaleux. Juste le transport des homards, ça m'avait coûté quasiment 4 500 €. Et en termes de budget de course par semaine, ils dépensent combien? Enfin, une moyenne, tu vois. Alors, une moyenne. Je dirais que pour l'équipage, parce qu'en fait, le seul budget qu'on ait véritablement, Oui. c'est pour l'équipage, on va pas se mentir. Sur les bateaux, dépendant de la taille, on serait entre 25 et 50 € par personne Ouais. pour l'équipage. La journée ou juste le repas? Non, dans la journée. Ok, ça va. Donc, c'est très Ouais, correct. c'est correct. Et pour ce qui est des clients, on n'a aucun budget. Ok, On n'a aucun budget. Si j'avais fantaisie de dépenser 10 000 € sur un seul dîner, personne ne m'en parlerait. Alors, Ouais. c'est pas quelque chose qu'on fait couramment parce Ouais. qu'il faudrait déjà vraiment mettre Ouais, des des ingrédients. truffes, Oui, et puis il faudrait mettre des kilos de truffes par personne pour arriver à un tel prix. Mais du coup, voilà, si je voulais, je pourrais. Ok. Mais c'est pas non plus l'intérêt de. Et toi, tu fais tout de A à Z, parce que du coup, moi je te suis sur les réseaux, je vois des petits déj de fou avec pain au chocolat. Enfin, genre vraiment, tu nous fais des brunchs comme dans les hôtels et tout. Et du coup, tu te lèves à quelle heure pour faire le petit déj des millionnaires et des milliardaires et tout? Bah, en général, je suis la première debout sur le Bah, bateau. ça, c'est bien. Ce serait vers 5-6 heures du matin que je me lèverais Ah, ça va, pour ouais. attaquer le petit déjeuner. Les gens, quand ils sont sur un bateau, ils n'ont pas envie de se lever tôt. Hein. Ah ouais, Ils ouais. profitent de leur grasse mat. Donc, on commence le petit déjeuner en général vers 9 heures. Ah oui, ça va. Donc, j'ai le temps de faire d'abord l'équipage. Ouais, Après, j'enchaîne avec le petit déjeuner des invités. ouais. Le lunch. Entre le lunch et le dîner, j'ai le temps de me refaire un peu de la mise en place. Donc, préparer les desserts pour les jours d'après, refaire des croissants si besoin. Ouais. Et puis, après dîner, on a des journées bien chargées, mais ça se fait. C'est quoi la demande la plus aberrante que tu as eue et tu t'es dit non, mais c'est lunaire? Ouf, alors là, mais je pourrais écrire un livre. Je Vas-y, pourrais écrire un dis-nous-en livre. trois. J'ai ma toute première patronne qui insistait pour que j'épile les framboises parce qu'elle Quoi trouvait ça grossier, les poils sur les framboises. Écoute, tu épilais un à un tous les Chaque petits matin, verres j'épilais tous les poils d'une barquette de framboises pour elle. Et ça te prenait combien de temps? Ça me prenait longtemps. Mais alors maintenant, par contre, au niveau épilation, je suis une professionnelle. Donc ça, c'était le pire, je pense, à mon sens. Esthéticienne des fraises. Exactement. Non, mais c'est une vraie problématique de gens riches, les poils sur les framboises, on se rend pas compte. Framboises et fraises en plus. Framboise, je vais enlever les pépins, les remplacer par des graines de chia. Parce que le pépin de fraise n'a soi-disant pas d'énergie, alors que les graines de chia sont un super aliment. Et ça, il faut garder une tête sérieuse quand elle te l'explique. Ah bah oui. Après, j'ai eu une de mes boss qui m'a demandé de faire une glace au caramel au beurre salé, mais sans sucre, sans beurre et sans sel. Ah ouais, bah c'est compliqué. Voilà. Et t'as fait comment du coup? J'ai fait une glace au caramel au beurre salé et je lui ai dit qu'elle était sans crème, sans sucre et sans sel. C'est pas bien ça. Non, c'est pas bien, mais ça marche. Ah oui. Et elle était ravie, Et elle a dit que c'était très bon. évidemment. Bah oui, Ouais. puisque c'était sans sucre et sans sel. Et sans beurre. Et sans Alors que c'est le principe. Ah non, il y a des caramel. moments où je suis pas magicienne non plus. Ok. Et sinon, ça, alors, pareil. C'était des clients donc, de charter, donc c'était pour la semaine. Et la dame est arrivée. Elle avait un calendrier lunaire. Ouais. Et elle C'est quoi m'explique, le calendrier de la Lune, Ok, vas-y. et elle m'explique qu'elle est allergique, mais en fonction des phases de la Lune. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas manger de citron quand Jupiter est ascendant je ne sais quoi. Et tout était expliqué en fonction de ses allergies. Et j'ai fait, mais est-ce qu'il y a des allergies chez vous là qui sont mortelles? Si je vous donne du citron, elle me fait, non, c'est juste que c'est par rapport à la Lune, je le digère mieux de telle et telle façon. Et je suis sortie de ce meeting, le capitaine avait tout entendu et il m'attendait dans ma cuisine avec un shooter de tequila en me disant, je pense que tu vas en avoir besoin. Là, oui. Il était dépité. Donc ça, voilà, ce genre de Et du coup, demande. t'as travaillé pour cette dame ou non? J'ai travaillé pour cette dame pour la Et- semaine du coup. Ah ouais. Oh, ça va. une semaine, Et ça j'ai va. fait très attention à la Lune. Et Maintenant, tu connais toutes les phases de la lune. j'étais contente qu'elle s'en aille. Tu Après, m'étonnes. c'était une dame bien sympathique, hein, mais voilà. Donc non, les demandes un peu spécifiques, on en a quand même beaucoup. Il Oui. faut pas croire. Et est-ce que du coup tu dois les vouvoyer? Enfin, du coup, c'est en anglais principalement. Oui, c'est en anglais Ouais. du coup. Et est-ce qu'il y en a où t'es devenu pote avec eux ou non, pas du tout? Enfin, il y a- Non, Ouais. non. Au mieux, je suis considérée. Au pire, ils ne m'adressent pas la parole, ils Ah nous ouais. envoient des messages, mais Ah ils oui. nous adresseront pas. Certaines nationalités, notamment pour lesquelles j'ai travaillé, ne m'adresseraient pas la parole directement. D'accord. Donc, ils m'envoyaient des messages s'ils avaient besoin de quoi que ce soit pour discuter des menus. Ok. Mais j'ai eu un patron qui était un petit peu, on va dire, distant à ce niveau-là, Ouais. qui était
voilà, c'était spécial, mais sinon j'ai toujours eu des gens plutôt corrects, assez sympathiques, on va dire respectueux. Ouais, c'est Je plus ne veux pas dire que c'est jamais devenu des amis, parce que de toute façon je suis pas là pour devenir leur ami, mais à défaut c'était très correct. C'est vrai qu'on peut s'imaginer que beaucoup de patrons pourraient être abusifs, mais non, pour l'instant j'ai travaillé plutôt pour des gens bien. Tant mieux. Est-ce que toi, du coup, qui côtoie ce milieu, qui voit des milliardaires, des millionnaires, est-ce que selon toi, l'argent fait le bonheur? Avec tout cet argent qu'ils ont, avec tout ce luxe qu'il y a autour d'eux, le yacht, tu vas faire venir un homard en jet privé, est-ce que ça les rend plus heureux ou pas? J'ai pas l'impression qu'ils soient malheureux. Hein. J'ai encore pas vu un de mes patrons paraître malheureux. Et non, après, c'est vrai que voilà, j'en ai eu certains qui m'ont dit, effectivement, on ne sait pas qui est ami avec nous, pour nous vraiment, ou pour notre argent. Mais bon. Et c'est des gens qui ont... Je les ai jamais vus pleurer à ce niveau-là. C'est des gens qui ont gagné au loto à l'euro million, ou c'est des gens qui ont fait du business Non, c'est tous des businessmen. Tous les gens pour qui j'ai travaillé étaient des businessmen. Et tous, d'ailleurs, ont fait leur propre fortune. J'ai jamais travaillé pour des gens dont la fortune avait été héritée. Ouais. Et c'est la plupart des femmes ou c'est des hommes? La plupart des hommes? Non, essentiellement, j'ai jamais travaillé pour une femme. Non. Okay. Non, c'était que des hommes. Et toi, du coup, tu as fait le tour du monde. Quel est le pays qui t'a le plus plu, où tu as pu t'amuser? Parce que du coup, quand tu travailles sur le bateau, tu as des moments de pause, donc tu peux aussi faire des activités. Et c'est quoi tes activités fétiches que tu peux faire, etc.? Au niveau des activités, c'est vrai qu'on peut en faire un peu partout. Quand on surfe, on kite, c'est facile maintenant de prendre notre matériel avec nous. Je pense que le pays qui m'a le plus marqué, c'était quand même l'Arctique. Quand je suis partie en charter, du coup, dans l'Arctique, et que... voilà, c'est la nuit complète, toute la journée, on a les aurores boréales. Oh my god, tu sais que c'est mon rêve de les voir. Ouais, non, ça, c'était une destination qui est pas commune et du coup qui était assez impressionnante. On avait les orques, les baleines en permanence. On est remonté après, donc à la fin de l'hiver, on est remonté sur Svalbard, on a les ours polaires. C'est des choses que peu de gens, au final, à l'échelle mondiale, ont l'opportunité de voir. Et là, on me payait pour y assister. Je cuisinais, évidemment, mais... C'était une belle claque, pour le coup, au niveau destination. Est-ce que tu es prête pour la question cash? Ok, question cash. Question cash, combien tu gagnes? Combien je gagne? Je gagne beaucoup plus que sur Terre, ça c'est sûr. Beaucoup plus qu'en Suisse? Beaucoup plus qu'en Suisse aussi. On va dire, ça dépend, je pense, quel poste en Suisse, mais on va dire en général, pour un poste sur un bateau, ça dépendra de la taille, ça dépendra du type de bateau, mais on sera entre 2 et 500 euros par jour. Oh, c'est pas mal. 200 euros à 500 euros par jour, C'est selon bien. quand on commence, voilà, combien de personnes on a dans la cuisine. Il y a plein de choses qui entrent en jeu, mais c'est extrêmement bien payé. Ouais, c'est bien, toi. Net ou brut, du coup? Net, parce qu'on ne paye pas d'impôts quand on travaille sur les bateaux. Pourquoi? On travaille en eau internationale, donc on n'est pas imposable. Ça, Mais bien. on ne bénéficie pas non plus de couverture sociale, ni quoi que ce soit. Voilà. Donc il y a les deux aspects. Toi, du coup, là, en ce moment, tu fais 6 mois, c'est ça? Je fais 2 mois. Ouais. Pendant 2 mois, je travaille. Je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour mes patrons. Ok. Et ensuite, j'ai 2 mois de vacances payées. Et j'enchaîne ça tout. Et pendant tes 2 mois de vacances, t'es payé 2 à 500 euros par jour? Oui. Purée! Oui, après... Je sais pas cuisiner. Je sais que j'ai encore cuisiné un gâteau ce week-end. Je sais pas comment c'est possible, mais je rate tout ce que je fais. C'était dégueulasse. Non, mais il faut se concentrer sur ses forces. Je pense aussi. Franchement, je vais te laisser la cuisine. La télé, c'est bien. La télé, la radio, ça ira. On va regarder ça. Si le téléphone sonne. Allô? Oui, c'est la petite Margot d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Je dirais, on a réussi, on est devenu chef. On est devenu chef, on l'a fait. On l'a fait. Et je lui dirais sûrement que je suis sur un bateau maintenant et que nos plans, ils se sont pas forcément passés comme on voulait, mais on a réussi. C'était quoi tes plans, toi, à la base? Mes plans, c'était les plans, je pense, de n'importe quel apprenti en cuisine. Passer dans les étoiles et Michelin, gravir les échelons jusqu'à avoir mon propre restaurant 3 étoiles. Je me suis un petit peu déviée de ça pour une autre excellence, du coup, qui est très différente. Et qui est très chouette. Pour l'instant, ça me convient bien. Et puis, tu fais que monter les échelons, en plus. C'est quoi tes objectifs, du coup? Maintenant, tu vois, là, on a appelé la petite fille il y a 10 ans. Mais c'est quoi tes objectifs dans 10 ans, toi? Tu vois, est-ce que tu veux rester sur des yachts? Est-ce que tu veux revenir sur Terre? Tu veux te rapprocher de ta famille? Qu'est-ce que tu as envie, toi? Là, j'aimerais passer sur des bateaux, donc des yachts encore plus grands, pour avoir une vraie équipe. Jusqu'à présent, j'étais toujours seule sur mes bateaux, en cuisine. Donc, j'aimerais avoir maintenant une équipe, un sous-chef avec moi, peut-être un chef pâtissier, pour avoir l'opportunité d'aller beaucoup plus loin dans notre cuisine.
Donc ça, c'est voilà, mon objectif là, à partir de l'année prochaine. Et en parallèle, il y a un concours qui me fait rêver depuis toujours. Moi, c'est le meilleur ouvrier de France. Donc les bateaux, c'est aussi pour financer ce concours-là que j'espère avoir l'honneur de décrocher un jour. Pâtissière, du coup. Plutôt cuisine, pour le coup. Parce que pâtissière, c'est encore une catégorie différente. Ça serait incroyable, t'imagines? Ouais, non. Attends, là, t'as quel âge? 28? 29. 29. Donc dans 6 ans, on te donne rendez-vous dans 6 ans, Dans t'es 6 meilleure ans. ouvrière de France. Idéalement, on touche du bois. Ah, ça serait dingue. Franchement, mais merci en tout cas d'être venu sur mon podcast, de t'être déplacé. Avec plaisir. Est-ce que tu aurais peut-être un message pour les jeunes qui vont écouter ce podcast, qui seraient passionnés par la cuisine, qui rêvent de devenir chef, mais qui savent pas trop, tu vois, qui sont comme toi, ils se disent, bon, j'aimerais gravir les échelons, faire une étoile Michelin, mais toi, tu vois, tu t'es orienté vers autre chose qui t'a davantage plu. Enfin, tu vois, quel conseil tu pourrais leur donner à ces jeunes qui nous écoutent et qui se disent, peut-être que, en fait, travailler sur un bateau, ça peut être cool, ou peut-être que travailler sur terre, ça peut être cool. Enfin, en fait, ne pas se mettre de limites. Non, ne pas se mettre de limites, c'est certain, mais il faut aussi faire le job. Donc là, j'ai maintenant un poste assez sympathique, mais c'est parce que j'ai bossé l'essentiel de ma carrière. Je vais pas dire pour gratuit, mais en tout cas pour pas grand-chose. Il faut travailler. Maintenant, on a tendance à être un peu feignant, et ça marche pas quand on veut aller au bout de ses rêves. Ouais, il faut se lever tôt, il faut se coucher tard, il faut faire les efforts. Et après, on voit vite que ça arrive. Merci Margot d'avoir fait le déplacement jusqu'à Annecy pour mon podcast Génération Chanise. Merci d'avoir partagé avec nous les dessous d'un métier hyper exigeant et fascinant, parce que derrière les yachts, les paillettes, il y a surtout du travail, du talent et une vraie passion pour les gens. Si cet épisode vous a plu, faites-le vivre, abonnez-vous à Génération Chanise sur toute votre plateforme préférée, laissez une note sur 5 étoiles et un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, et surtout partagez-le à quelqu'un qui a besoin d'un petit shoot d'inspiration aujourd'hui, parce que oui, il n'y a pas de rêve trop grand, juste des gens qui osent. C'était Génération Chanise, le podcast qui donne envie de croire en soi et d'aller plus loin. Salut, bye bye. Let's go!